Fake news de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat largement dédié à la question des élections américaines. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Et je vous rappelle qu'il est très important de vous abonner à la nouvelle chaîne dédiée à Immédiat, Immédiat TV Liberté. Et n'hésitez pas à relayer au maximum cette vidéo autour de vous. Au sommaire, aujourd'hui, nous commencerons par l'image de la semaine, celle du général de Gaulle qui fascine toujours autant 50 ans après sa mort. Nous analyserons ensuite les mensonges médiatiques quant à la prétendue absence de fraude électorale aux États-Unis. Puis nous aurons bien entendu notre revue de presse hebdomadaire. Et nous conclurons ce Immédiat en revenant sur l'incroyable hystérie médiatique contre Donald Trump. Immédiat numéro 322, c'est parti. Et pour commencer cette émission, eh bien c'est l'image de la semaine. Et cette image, Jean-Yves, c'est celle du général de Gaulle à l'occasion des 50 ans de sa mort. On a vu cette image sur tous les médias et aussi chez tous les politiques. Une image inspirante. Oui, je ne suis pas sûr qu'il soit tout à fait inspiré par l'image qu'il montre et qu'il cite. Mais enfin, je crois qu'il y a une certaine nostalgie chez les Français d'un chef d'État qui avait de la tenue. Aussi peut-être la nostalgie d'une époque où la France comptait sur la scène internationale sans doute bien davantage qu'aujourd'hui. Voilà, il y a un petit côté image sépia, image nostalgie. Voilà. Alors il y a eu évidemment des polémiques liées à ça, parce qu'aujourd'hui tout est sujet à polémique, avec par exemple la Ligue de défense noire africaine qui a tweeté le général de Gaulle, le criminel raciste et responsable de la mort de millions d'Africains. La Ligue de défense noire africaine ira cracher sur sa tombe prochainement au nom des martyrs africains qui méritent qu'on cache cet odieux personnage génocidaire. Alors là, c'est tout à fait hallucinant parce que De Gaulle a quand même été celui qui a décolonisé pacifiquement les colonies françaises en Afrique. Il n'y a pas eu de conflit, ça s'est passé entre 58 et 59 tout à fait pacifiquement, et qui a mis fin à la guerre d'Algérie, ce qui a d'ailleurs amené certaines controverses. Hein. Mais donc franchement, là, on est dans le délire absolu. Alors, c'est vrai, en revanche, que De Gaulle avait une conception, on peut dire, identitaire de la France, qu'il définissait comme un pays de race blanche, de culture gréco-latine et de religion chrétienne. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il avait une conception identitaire de la France. C'est peut-être aussi de ça que les Français ont la nostalgie. Passons au premier sujet, fraude électorale, médias menteurs, médias feignants. Ce samedi 7 novembre, les médias américains ont annoncé la victoire de Joe Biden. Ils ont été très vite suivis par les médias français. Joe Biden, élu président des États-Unis, annonce de la chaîne CNN, suivi d'autres médias. Joe Biden, élu 46e président des États-Unis. Après 4 jours de suspense, l'ancien vice-président de Barack Obama remporte la victoire. Annonce faite par les plus grandes chaînes de télévision du pays. Alors cette annonce, elle a aussi été reprise par les médias papier, avec par exemple Libération ou encore Le Figaro. Joe Biden, élu président des États-Unis. Sauf que Jean-Yves, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Alors, que ça. Il y a déjà, le titre du Figaro dit « Il est élu ». Et le sous-titre dit « Les médias l'ont déclaré vainqueur ». Donc on a affaire en fait à un coup d'État médiatique américain, un coup d'État médiatique mondial, ou en tout cas une partie des États suivent, notamment les États européens. La réalité est différente. Qu'est-ce qu'un président élu aux États-Unis, c'est-à-dire celui qui est amené à entrer en fonction en janvier de l'année qui suit l'élection? C'est quelqu'un qui a obtenu de manière définitive plus de 270 électeurs, ou dont l'adversaire a reconnu
que l'élection était pliée et que c'était bien lui le vainqueur. Or, Trump n'a absolument pas reconnu cela et Biden n'a absolument pas obtenu officiellement aujourd'hui plus de 270 électeurs. Donc il n'est pas président élu. Il faut attendre probablement le 14 décembre pour le dire. Alors c'est là où c'est extraordinaire et où on voit qu'on est dans une société orwellienne. C'est que Wikipédia, qui donnait comme définition du président élu, celle que je viens de donner, en précisant que pour être président élu, il ne fallait pas qu'il y ait de contestation électorale non aboutie, non éliminée, non traitée. Et après l'élection, entre guillemets, la déclaration d'élection de Joe Biden, on a supprimé cette petite mention. Et donc le président élu est celui qui est déclaré comme tel par les médias. C'est peut-être un tout petit peu plus compliqué. Alors cette fraude de Wikipédia nous amène à la grande question qui agite les médias et les rédactions, peut-être pas d'ailleurs autant qu'elles le devraient, on va le voir, celle de la fraude électorale, puisque, eh bien, on le voit par exemple avec l'Express, Donald Trump continue de dénoncer une fraude électorale. Et les médias français ont moqué cette dénonciation, clairement, l'ont considérée en tout cas comme absolument pas prouvée. Et on a vu outre-Atlantique le New York Times, le prestigieux média, titré des officiels des élections dans tout le pays n'ont trouvé aucune fraude. Le terme c'est bien no fraude. Sauf que Jean-Yves, il y a bien un soupçon réel de fraude. Et d'ailleurs on le voit avec ce même New York Times qui dans un tweet déclare la même chose. Il n'y a pas de preuves pour supporter les accusations de fraude, en citant en fait un officiel qui lui déclare « Il n'y a pas de preuves présentées pour le moment de fraude massive ». Donc c'est pas du tout la même chose. Entre pas de preuves du tout et pas de preuves pour le moment de fraude massive, il y a une grosse différence. Et il est évident qu'il y a une différence entre fraude et fraude massive et que pour les preuves, il faut du temps. Je veux dire, c'est impossible d'apporter des preuves juridiquement solides en quelques heures, en quelques jours. Il faut rassembler les éléments et bâtir ensuite la contestation juridique. Alors, franchement, des fraudes aux États-Unis, c'est quand même pas très nouveau. Il y a eu en 1982 une fraude à Chicago pour le poste de gouverneur de l'Illinois, où il y a eu 58 personnes condamnées, et il y a eu 100 000 votes frauduleux, juste pour Chicago. Alors Chicago, c'est à la fois la ville d'Al Capone, il y a un certain temps, et plus récemment la ville d'Obama. Ouais, je termine là-dessus. Juste pour abonder dans votre sens, on s'est renseigné sur les conclusions du procès en l'occurrence, et les termes sont clairs. Les preuves que dans certains quartiers de Chicago, la fraude est routinière ont été nombreuses. Donc la fraude est qualifiée de routinière à Chicago. Et avec la conclusion finale, la fraude électorale est comme un cancer. Donc c'est... Oui, et ben là, l'Illinois, en l'occurrence, n'est pas controversé, puisque la fraude a dû être suffisante pour que le problème ne se pose pas. Alors, il y a aussi dans les États les plus concernés par la fraude, il y a la Pennsylvanie, où la fraude électorale est tout à fait un sport électoral normal, presque reconnu pour les Jeux Olympiques. Il y a eu récemment, au début de cette année, le président du groupe des démocrates au Sénat de Pennsylvanie. L'ancien président. L'ancien président. Personnage important qui a été condamné et, je crois, emprisonné pour fraude électorale. C'est récent, ça date de cette année. On ne peut pas dire que ce soit une culture ancienne. Voilà. Et puis, il y a évidemment toute une série de soupçons de fraude électorale. Il y a d'abord un soupçon sur les logiciels. Voilà. Il y a le logiciel Dominion, qui est très répandu dans beaucoup de comtés des États-Unis et qui est particulièrement répandu, c'est sans doute un hasard, une malheureuse coïncidence, dans les États les plus disputés. La Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin et une partie de la Géorgie. Donc ça, c'est quand même assez préoccupant. Et ce qui est intéressant sur ce logiciel, c'est qu'on a retrouvé
On a fait un travail que auraient peut-être dû faire d'ailleurs les journalistes dominants, on le verra par la suite, mais on a retrouvé on a recherché un petit peu s'il y avait eu déjà des contestations par rapport à cette entreprise, et il s'avère qu'en décembre dernier, Jean-Yves, eh bien, des 4 sénateurs démocrates ont adressé un courrier au président de cette entreprise dans lequel ils déclaraient certaines entreprises gérées par des compagnies de votre type ont depuis longtemps privilégié le confort à la sécurisation, laissant le système de vote du pays vulnérable à des problèmes de sécurité. Et les sénateurs démocrates enchaînent. Le système de vote de notre pays est sérieusement menacé. Les vendeurs de machines de vote négligent l'innovation et l'amélioration de ces systèmes, ce qui présente un risque en augmentation, un risque pourtant évitable. Et qui n'a pas été évité. Et cette lettre adressée donc au patron de Dominion, on n'en a pas entendu parler, elle montre qu'il y a des cas possibles de manquement aux sécurités. Et c'était à l'époque par rapport à la menace de l'ingérence russe dans les élections. Bon, c'est peut-être pas la seule ingérence possible dans les élections. On peut le craindre. Alors ensuite, il y a le vote par correspondance, qui a été massif. Vous savez que le vote par correspondance, on en a déjà parlé, a été supprimé en France en 1975, précisément pour éviter la fraude électorale. Là, il a été massif. Ça permet beaucoup de choses. On ne va pas revenir là-dessus, on en a déjà parlé. Des pressions sur les gens pour qu'ils votent, aller chercher les bulletins. Et puis, tout simplement, éliminer certains bulletins qui viennent d'endroits qu'on sait relever de votre adversaire. Vous pensez que votre adversaire, c'est le mal, voire c'est Hitler. Vous éliminez quelques bulletins, c'est un acte civique. Alors, il y a des cas d'ailleurs particuliers. Il y a l'ambassadrice des États-Unis au Danemark qui a voté par correspondance, mais son vote n'a pas été enregistré. On connaît d'autres cas. Et alors, pour information, Jean-Yves, le New York Times, qui là, aujourd'hui, clame en une qu'il n'y a pas eu de fraude, qu'il n'y a eu aucune fraude même, eh bien, en 2012, il parlait justement de ces erreurs et ces fraudes induites par le vote par correspondance. Donc, comme quoi, finalement, les médias, selon les époques, ils varient un petit peu. Et alors que cette année, il a été beaucoup plus massif. Ouais. Alors, j'ai parlé de la suppression de bulletins, on peut aussi en rajouter, c'est une autre affaire. Alors, on a aussi le vote des morts. Le vote des morts, alors ça ne se pratique pas du tout qu'en Corse. Vous savez, il y a l'histoire qu'on raconte. Il y a la vieille dame qui est sur la tombe de son mari et qui l'injurie. On lui dit « Mais enfin, maman, pourquoi tu fais ça ?» Et elle a dit, écoute, il est venu voter, il n'est même pas passé me voir. Bon, mais malheureusement, c'est une affaire qui ne concerne pas que la Corse et qui concerne beaucoup, qui doit beaucoup moins concerner la Corse d'ailleurs aujourd'hui, qui concerne beaucoup les États-Unis, notamment la Pennsylvanie, le Michigan, etc. Et on a même des hommes célèbres qui ont été enregistrés comme ayant voté, ou qui ont déclaré voter, notamment Joe Frazier, le champion lourd de boxe qui avait battu Cassius Clay il y a très longtemps, qui a voté alors qu'il est mort en 2011. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, Jean-Yves, c'est que sur ces votes, il y a toujours des États où les votes des personnalités mortes ne sont pas reconnus comme valides, où il y a des cas où ils ne sont pas reconnus comme valides de manière automatique. Par contre, il y a des cas où des votes de ces morts ont été reconnus comme valides. C'était quelque chose qui était rejeté par les médias et qui a été prouvé ces dernières heures, notamment par Tucker Carlson de la chaîne Fox News. Et donc, oui, il y a bien eu des votes de personnes mortes qui ont été validés dans l'élection. Donc, c'est assez incroyable. Il y a aussi la fraude à l'identité, des gens qui votent à la place de quelqu'un d'autre. Le contrôle de l'identité n'est pas toujours correctement assuré. Et surtout, alors ça c'est ce qui couronne le tout, le fait que lors des opérations de dépouillement, cette fois, il y a eu des représentants républicains qui ont été chassés de la salle de dépouillement. Et donc qui n'ont pas pu contrôler les opérations de dépouillement, et il est évident qu'il y a quand même, on peut avoir des soupçons de fraude sérieux quand on exclut délibérément, volontairement, les gens qui sont chargés de contrôler pour assurer un minimum de régularité. Et là, on a un exemple concret, c'est à Philadelphie, donc c'est en Pennsylvanie, un avocat d'une des équipes légales de Trump qui décrit la situation, qui raconte du coup le fait que des observateurs républicains n'aient pas pu venir en nombre suffisant et qu'ils étaient placés à distance trop importante pour pouvoir réellement observer les choses.
et qu'ils ont dû faire une audience en référé en pleine nuit. Enfin bon, voilà, c'est vraiment un pays incroyable, mais bon, voilà. Et finalement, le juge a à l'amiable obtenu que des représentants, des observateurs républicains puissent venir un peu plus proches qu'avant. Voilà, mais effectivement, on a des exemples concrets de cette possible élément de fraude. Alors, le résultat, c'est que Donald Trump, les équipes de Donald Trump contestent 10 États, engagé des contestations du suivi dans 10 États, avec une équipe de 700 avocats, dont des personnalités américaines de premier plan, comme l'ancien procureur Kenneth Starr, ou Rudolph Giuliani, qui est le chef de l'équipe juridique de Trump, qui a été maire de New York, et qui a été le maire de New York qui a rétabli la sécurité à New York. C'est pas à la portée du premier venu. Donc il y a une dizaine d'États. Bon, je vais en citer que 3 parce que sinon ça prendrait trop de temps. Il y a la Géorgie. La Géorgie où, lors d'un premier comptage, on a un écart de 0,1%. 0,1%, c'est la marge d'erreur, même sans fraude. Donc évidemment, il faut recompter. Et ça affole beaucoup d'ailleurs Madame Laurence Haïm, qui est un grand supporter, un grand soutien de Biden, et dit c'est la pire hypothèse. Ouais, c'est le scénario du pire. C'est le scénario du pire, parce qu'effectivement il peut y avoir des erreurs, et il y a en tout cas un comté de Géorgie, le comté de Fulton, qui est dans la ville d'Atlanta, 800 000 habitants, pour lequel il y a de très très sérieuses contestations. Et puis il y a la Pennsylvanie. Alors la Pennsylvanie, on l'a dit, c'est le paradis électoral de la fraude. On veut dire que, sans aller jusque-là, qu'il y a des soupçons effectivement en Pennsylvanie. Bah, des soupçons, oui. Alors il y a à peu près tout. Il y a les votes par correspondance qui arrivent de manière peu vraisemblable par rapport à la vitesse de la poste, voire des bulletins par correspondance qui arrivent après la clôture qui serait antidatée. C'est toujours à vérifier. Bon, il y a beaucoup de choses sur les bulletins de vote par correspondance. Il y a les morts qui votent. Ça, c'est avéré. Il y a l'absence de contrôle de la part des républicains, à la fois à Philadelphie, dans certains bureaux de vote, dans certains centres de vote, à la fois à Philadelphie et à Pittsburgh. Voilà. Il y a un peu la même situation dans le Michigan. Bon, tout ça est quand même... il y a aussi une situation complexe dans un État où l'écart est aussi extrêmement faible, qui est le Nevada. Ou l'Arizona, je ne sais plus. Enfin, un de ces deux États... En tout cas, la situation est complexe, c'est évident. Et Jean-Yves, ce qui est intéressant, c'est que face à cette situation, justement, eh bien, les médias, qu'ils soient américains ou français, mais surtout français, on va se concentrer sur eux, mais ils ne font pas de travail d'enquête. Ils sont feignants. Non, alors il y a une phrase qui est reprise systématiquement par les médias français, qui vient d'ailleurs de l'AFP. Les accusations de fraude du président de Trump, qui ne sont pas prouvées, en l'état actuel des choses, elles ne sont pas prouvées. Les preuves sont en train d'être réunies. Mais je pense que les médias pourraient au moins faire un minimum d'enquête en disant voilà les questions qui se posent, dans quels états, quel type de problème peut se poser, et quand même faire aussi, ils pourraient faire des portraits des juristes de Trump, qui ne sont pas non plus des gens sortis du ruisseau. J'ai cité Giuliani ou Kenneth Starr, par exemple. Voilà. Ils pourraient travailler. Si on leur demande de travailler, là... Si la situation était inversée, que c'était Trump qui avait gagné et Biden qui annonçait, enfin qui déclarait qu'il y avait des fraudes, je pense que les médias français seraient un petit peu plus agressifs. Oui, ils ne travailleraient pas davantage. Là, ils reproduiraient strictement le propos des partisans de Biden. On leur demande pas sûr qu'ils appellent Donald Trump président élu non plus. Oui, pas sûr qu'ils appellent Donald Trump président élu non plus. Président réélu, en l'occurrence. Alors, par contre, les médias français sont très forts sur le deux poids, deux mesures. On a vu le New York Times, mais ça marche aussi en France, avec par exemple Le Monde qui, en 2016, titrait « Élection américaine, comprendre les soupçons de fraude électronique ». Et puis, en 2020, eh bien, finalement, les accusations de fraude massive en faveur de Joe Biden ne s'appuient pas sur des preuves. Donc, deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures, parfait, là. Et la même chose pour Le Parisien, en 2016. États-Unis, comment la Russie a piraté l'élection présidentielle. Donc, aucun conditionnel, c'est comment la Russie a piraté l'élection présidentielle, ok. Et en 2020, finalement, là, les Républicains ont perdu, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Bon,
C'est un beau travail de juriste. Et le soi-disant piratage par la Russie, c'était à travers une action sur les réseaux sociaux. C'était pas une action sur les urnes. C'est-à-dire, ils ont soupçonné une influence sur la campagne électorale, ce qui n'est quand même pas la même chose qu'un changement des bulletins de vote ou une falsification du comptage des bulletins de vote. C'est deux choses différentes. Alors, y a-t-il un début d'inquiétude face à tous ces éléments que les médias quand même connaissent et que les journalistes connaissent, hein, voilà. On pourrait presque le penser, hein, puisqu'on a par exemple cette nouvelle, le ministre américain de la Justice autorise l'ouverture d'enquêtes sur la présidentielle. Ça peut commencer à les inquiéter. Et on a un exemple avec Laurent Saïm, qu'on a déjà vu précédemment, mais qui tweet « De plus en plus d'inquiétudes des démocrates et des médias américains. L'histoire n'est pas terminée. » Voilà, alors ça c'est une pro-Biden absolument à fond, mais qui suit quand même un peu ce qui se passe aux États-Unis et donc qui est très 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 inquiète et qui essaye d'alerter au fond ses confrères français en leur disant quand même attention, attention, attention. Elle a raison parce que au mieux, l'affaire sera dénouée le 14 décembre, mais ça ne sera pas dénoué. C'est assez peu probable que ça soit dénoué avant, c'est-à-dire que chacun des États controversés est désigné de manière officielle et reconnue par la justice américaine, y compris, parce que ça finira à la Cour suprême, y compris par la Cour suprême, le résultat. Pour conclure, on rappelle que selon ce que vous dites, hein, c'est que la fraude est possible, voire même largement probable, voire même certaine, selon vos mots, dans certaines zones. Par contre, ça ne préjuge pas, peut-être qu'elle n'est pas suffisante pour jouer sur le score général. Voilà, alors je crois, la fraude est certaine. Bon, la fraude, les irrégularités, c'est absolument certain. En ce qui concerne les États-Unis, je pense qu'au cas particulier, c'est assez massif, c'est pas artisanal, ça a atteint un stade relativement industriel. Ça, pour l'instant, on n'a pas du tout de preuve de ça. Est-ce que ça suffit à inverser le résultat ou non? Ça, c'est difficile de le dire aujourd'hui avec les éléments dont nous disposons. Et est-ce que, si dans les faits, ça a inversé le résultat, est-ce que les équipes de Trump parviendront à le prouver et à le faire valoir devant les tribunaux? C'est pas complètement évident. Je prends un exemple français cette fois. En 95, les comptes de campagne de Jacques Chirac étaient frauduleux. Le Conseil constitutionnel l'a constaté et a décidé de les valider parce que ça aurait été un trop grand bouleversement de dire, en l'occurrence quelques mois après l'élection du président, que l'élection était faussée. Roland Dumas, président du Conseil constitutionnel, a raconté l'histoire. Voilà. Donc la Cour suprême, elle se prononcera aussi en fonction de considérations qui peuvent être des considérations politiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une pression médiatique si forte et une pression des réseaux sociaux si forte, c'est pour influencer la justice. On suivra ça dans les prochains numéros d'Immédiat. Passons à la revue de presse. Et pour commencer cette revue de presse, eh bien, un chiffre, Jean-Yves. Ce chiffre, c'est un chiffre rond, celui du million, le million de téléspectateurs en pointe d'audience pour Face à l'info, avec Christine Kelly et Éric Zemmour. Un chiffre énorme. Zemmour, il est parti de 80 000. 80 000, il est à 1 million, c'est-à-dire une augmentation de 1250%. Alors en pointe, hein, sur le million, il n'est pas tout le temps oui, 1 million. Non, mais c'est énorme. La tendance, en tout cas, est extrêmement forte. Et il n'y a aucune raison de penser qu'il va s'arrêter là. Voilà. Ouais. Et donc, vous vous rappelez qu'il y a un an, il y avait la campagne, la pression sur les annonceurs de CNews, retirez-vous, etc. Bon, il y a eu quelques soubresauts, mais la montée vers cette émission continue de se poursuivre. C'est intéressant de suivre parce qu'il n'y a pas de raison de penser que ça s'arrêtera au million. Et pour regarder cette émission régulièrement, je peux vous dire qu'elle est de qualité et que son succès n'est pas volé. Autre actualité, bien, c'est celle du Covid. Avec cette simple question, Noël doit-il être annulé? C'est l'avis de quelques spécialistes. Je ne sais même pas s'il faut sauver Noël en réalité pour deux raisons. La première, c'est que quand j'en parle à mes patients, j'ai des patients sous chimiothérapie, donc qui sont à très haut risque de faire une forme grave du Covid, qui sont parfois âgés, et que je leur dis cette année, c'est vraiment le moment d'annuler Noël, et qu'ils me répondent de façon assez nette qu'il en est hors de question. Donc ça, c'est le premier élément. Je suis pas sûr que la discipline collective soit vraiment au rendez-vous.
Le deuxième élément, c'est que c'est à l'évidence potentiellement un cluster national géant intergénérationnel Noël, c'est anti-Covid. qui est à l'origine d'une potentielle troisième vague. Je dirais plutôt d'annuler Noël et d'annuler la Saint-Sylvestre sans hésiter. Franchement, ce médecin, il est un peu inquiétant. Et puis, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'un patient âgé en chimiothérapie, il ne faut pas qu'il fasse Noël en 2020. Alors, il faut qu'il attende 2021, 2022, 2023. Est-ce que c'est la meilleure solution? Bah oui, sachant que J'ai quelques doutes. sur des patients qui sont dans des maladies dures comme ça, on est content de revoir sa famille, même si ça nous met en danger. Il me semble. Bon, mais bon. Alors, il y en a un autre qui s'est prononcé sur cette question, c'est Christophe Barbier, qu'on n'avait pas entendu depuis un moment dans les médias, mais qui, là, est toujours très en forme. Ce qu'on peut faire, c'est avoir une volonté collective et poétique de repousser Noël et de dire Noël, ça sera le 25 mars 2021. Ah bon, vous êtes et là, on sur fera une cette grande idée. fête. Il est toujours aussi drôle, Barbier. Ça ne se décrète pas une fête. C'est l'héritage d'une longue tradition. On fête Noël à Noël. Là où le soleil est le plus bas sur l'horizon, on ne le fête pas à l'équinoxe au mois de mars, c'est comme ça. Non, mais c'est drôle, c'est drôle. c'est- Bon, oui, écoutez, c'est- il nous distrait un peu, c'est C'est parfait. un petit peu ridicule. Alors, toujours sur cette question du coronavirus, on a dans le Figaro Vox, papier de Robert Redeker, nous vivons un renversement anthropologique sans précédent. Jean-Yves, c'est un papier qui est intéressant. Alors, c'est le sacrifice de la vie, en quelque sorte, pour éviter la mort. Voilà. Donc, on arrête de vivre pour ne pas mourir, sachant que, moi, je pense qu'il y aura une vraie question, un véritable impact démographique du Covid. Pas tellement en termes d'espérance de vie. Aujourd'hui, d'après l'INSEE, en termes d'espérance de vie, c'est moins d'1 mois de perte d'espérance de vie pour les femmes et un peu moins de 2 mois de perte d'espérance de vie pour les hommes. Donc c'est quelque chose de très, très faible. Je pense par contre que le vrai sujet à regarder, et là honnêtement je ne sais pas, je n'ai pas de statistiques, ce sera les naissances en 2021. Parce que est-ce que la crainte, la peur du futur ne va pas avoir comme conséquence une chute de la natalité en 2021, ça c'est un vrai sujet sur lequel honnêtement je n'ai pas d'éléments, alors qu'il doit y en avoir, puisque malgré tout, les enfants qui vont naître en 2021, il y en a beaucoup déjà qui sont conçus, les grossesses qui sont déclarées, mais je n'ai pas d'éléments. Ça le vrai sujet. Ouais, Ça c'est un sujet statistique. Redeker, statistique évidemment fondamentale, y compris par rapport au grand remplacement, alors que Redeker, il a traité les choses de manière anthropologique, la vie, la mort. En tout cas, c'est vrai que c'est une question qui est intéressante. Ça fait partie des externalités du confinement et de l'épidémie qu'on ne maîtrise pas tant que ça et qui, à mon avis, n'ont pas été pensées tant que ça non plus par le gouvernement. Ne leur en demandez pas trop. Ouais. On va passer à cette vidéo publiée dans le Quotidien sur le profil des patients en réanimation. Deuxième patient qui est jeune de la réanimation, il a 35 ans. Combien? 35. 35. Ce sont des patients qui ont des comorbidités à la base ou juste un En petit dehors de surpoids? l'obésité qui est assez importante, il n'y a pas d'autres choses majeures. Oui, c'est des patients qui sont très lourds, alors lourds physiquement, mais lourds aussi en soins. Enfin, ce patient, c'est un exemple du patient type. C'est un patient qui est hyper tendu. Alors là, vous voyez que son niveau. Il y a le poids qui est affiché. Voilà, c'est un patient qui fait 150 kg. Honnêtement, ces vidéos, elles me mettent mal à l'aise. D'abord parce qu'il y a une intrusion quand même dans l'hôpital, dans les malades, et on voit que tout est... C'est du théâtre, c'est du cinéma. C'est une opération de com de Véran et de Castex, parce qu'ils font semblant de poser la question quel type de malade. Évidemment, ils choisissent un malade jeune, parce que ça fait plus peur. Hein. Bon, alors que statistiquement, c'est très rare. Bon, on nous dit quand même que c'est des malades en surpoids. Oui, c'est le patient type. En très fort surpoids. Hein. 150 kilos, c'est quand même pas marginal. Bon, ça m'amène quand même à une remarque, puisque l'obésité, le surpoids est une des causes de pathologie, c'est sûr. Le paradoxe, c'est que le confinement, il abîme les restaurants, les petits commerces. Par contre, ils profitent à McDo, ils profitent à Burger King, ils profitent à Subway, et donc ils fabriquent de nouveaux obèses. Oui, c'est alors, quand même mal pensé, cette affaire. Il n'y a pas que McDo, Burger King et Subway qui sont ouverts. J'entends bien, mais eux en profitent bien. Voilà. Ils en profitent peut-être plus que les restaurants fermés. Ça, oui, ça c'est sûr, oui. Alors, toujours sur le Covid, eh bien, on a cette question chez Jean-Jacques Bourdin. D'où vient le virus? Est-ce que vous croyez à l'hypothèse d'un virus échappé d'un laboratoire? Non, je n'y crois pas.
Parce que j'ai vu de nouvelles études, de nouvelles questions sont posées autour de ça. Vous avez vu? Je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas. On ne trouve pas de traces dans le génome que l'on connaît bien maintenant, de traces, on va dire, artificielles ou construites par l'homme dans le génome. Donc non, je n'y crois pas. Oui, alors c'est intéressant parce que il y a en débat la question, est-ce que le virus a une origine laboratoire ou une origine naturelle? Faut vous rappeler qu'au mois de mars, on en avait parlé déjà, c'était totalement complotiste de poser la question. Aujourd'hui, la question est posée. Bon, Karine Lacombe dit non, je ne pense pas. Elle développe un certain nombre d'arguments. Il y a un certain nombre de médecins ou de chercheurs qui développent des arguments contraires. Ça ne me choque pas. C'est le libre débat. Mais il y a 8 mois, c'était interdit de débattre, complotisme. Voilà. Et pour finir cette revue de presse, eh bien, on se rend aux frontières de l'Europe, là où les migrants arrivent, avec cette question posée par un journaliste amateur. Pourquoi les migrants ne veulent-ils pas aller en France? Et vous allez entendre la réponse d'une bénévole sur place. Je leur demande, parce que personne ne demande la France. Personne dans les réfugiés. Toi, la demande d'asile, où est-ce que vous voulez? C'est où, l'Allemagne alors? Personne ne demande la France. Pourquoi ils ne demandent pas la France? Parce qu'il y a plein de... ils disent, la France, c'est plein de PD. Les Afghans répondent ça. C'est quand même assez étonnant, puisque en gros, la bénévole nous dit non, ils ne veulent pas venir en France, parce qu'en France, il y a trop de PD. Bon, selon eux. Je cite. Ce ne sont pas vos mots. Bon. Ce ne sont pas mes mots, absolument. Alors, bon, il faut quand même relativiser les choses. Je rappelle qu'en 2019, il y a eu 180 000 demandeurs d'asile en France. Donc, quand même, la France reste très attractive, contrairement à ce que nous raconte cette dame. Oui, mais c'est vrai que c'est un facteur qu'on n'avait pas entendu jusqu'à maintenant, et c'est marrant de voir d'ailleurs que, typiquement, un autre sujet sur lequel les journalistes ne font pas du tout leur boulot, c'est-à-dire qu'ils sont forts pour documenter des images un peu émotionnelles sur les migrations, etc. Mais par contre, pour aller interroger les gens qui ne veulent pas aller en France et qui s'en servent comme point de passage pour l'Angleterre ou l'Allemagne, là, il n'y a pas grand monde. Peut-être que les réponses données là ne sont pas politiquement correctes et ne font pas plaisir aux médias. Il pourrait aussi demander aux gens qui viennent en France pourquoi ils demandent la France, et là, et pour quelles raisons, et comment ils font pour obtenir l'asile. Ils obtiendraient aussi des choses intéressantes. Ouais. Alors, voilà. Alors passons au deuxième sujet, retour aux États-Unis avec l'hystérie médiatique totale contre Donald Trump. Retour juste après l'annonce médiatique de l'élection de Joe Biden, et les journalistes sont évidemment en transe. On a Jérôme Cartillier qui tweet samedi... le soleil brille, et il poursuit en donnant des résultats favorables à Joe Biden. Donc, Jean-Yves, ça c'est intéressant, le soleil brille. Le soleil brille, c'est pas n'importe qui, c'est le correspondant de l'AFP à la Maison-Blanche. C'est-à-dire, en gros, le type payé par nos impôts qui fait tous les papiers qu'on retrouve ensuite dans le Figaro, dans Le Monde, dans Libération. C'est lui la source, on peut dire quasi unique, en tout cas principale des médias français, et on voit de quel côté il le penche, et non seulement il penche, mais il le dit. Ouais, clairement. Et un autre qui le dit, c'est Brice Couturier qui déclare bien joué les gars, maintenant qu'on nous débarrasse de Bolsonaro, Erdogan, Poutine, Maduro, etc. Avec un tweet qui suit. Les USA ont toujours préfiguré les tournants politiques qui finissent par influencer le reste du monde. C'est peut-être le moment de voir refluer la vague populiste qui a anesthésié certaines démocraties et failli en précipiter d'autres dans la guerre civile. Alors je crois que là, indépendamment du côté militant de ce journaliste subventionné de France Culture, il y a un contresens. Parce que ce qui est frappant pour tous les observateurs un peu honnêtes, c'est qu'au contraire, ça prouve l'enracinement du populisme trumpien et l'enracinement du populisme dans les pays occidentaux, on va dire. Donc il se trompe. Oui, et donc s'il y a un tournant politique, c'est celui-là. L'autre tournant politique, quand même, c'est vrai, c'est que peut-être la fraude électorale est le moyen du système pour se maintenir quand les votes se dérobent. C'est quand même assez grave.
Moi, j'ai vécu longtemps avant la chute du mur de Berlin, et on parlait du monde libre. Et la principale démocratie du monde libre, c'était les États-Unis. Et on voit qu'aujourd'hui, le monde libre, c'est celui où les médias ne sont plus libres. Le monde libre, l'ancien monde libre, où les médias ne sont plus libres. Et où les élections ne sont plus tout à fait garanties, à supposer qu'elles l'aient jamais été. Et on a un autre journaliste, Georges Malbruno, qui tweet « Bye bye Donald, un grand soulagement de voir reculer Donald Trump, pire président que les États-Unis aient eu depuis très longtemps, le monde ne peut que s'en réjouir. » Malbruno qui est au Figaro, on rappelle. Hein. Malbruno qui est au Figaro. Bon, alors, le pire président des États-Unis, à quel point de vue l'économie ? Il a plutôt eu un bon bilan en termes d'emploi. Oui, un très bon bilan même. En politique étrangère, oui, il n'a pas été bon, il n'a pas fait de guerre. Alors là, et pas de guerre nouvelle. Il a continué les guerres anciennes, mais il n'a pas fait de guerre nouvelle. Là, et puis, il a aussi obtenu... des accords de paix au Proche-Orient. Voilà. Oui, tout à fait. Bon, le Covid, je ne suis pas sûr que le Covid aux États-Unis soit géré par le président des États-Unis. Je pense qu'il est plutôt géré par les gouverneurs des États et les maires. Enfin, passons. Mais bon, en nombre de morts par million d'habitants, c'est un poil plus qu'en France et moins qu'en Belgique. Donc, le génial président Macron n'a pas fait beaucoup mieux. Alors, voilà. Mais enfin, voilà, il suffit de répéter des mensonges ou des contre-vérités ou des imprécisions pour que ça finisse par passer dans l'opinion, c'est sûr. Et pour finir sur ces explosions de joie médiatique après l'annonce de l'élection de Joe Biden, on a ce tweet de Pierre Aski. L'élection de Kamala Harris, la vice-présidente potentielle, future des États-Unis, et peut-être d'ailleurs même la future présidente des États-Unis, est porteuse de plus de charges symboliques que celle de Joe Biden. Cette vidéo dit tout et on voit Kamala Harris dans cette vidéo danser en rythme avec des enfants afro-américains. Jean-Yves, un drôle de tweet. Hein. Alors, si vous voulez, on nous refait avec Kamala Harris ce qu'on nous a fait avec Obama, c'est-à-dire c'est génial parce qu'elle est d'origine jamaïcaine, d'origine indienne, donc on juge en quelque sorte l'apparence beaucoup plus que le fond. Alors Aski, c'est pas n'importe qui, c'est un parfait représentant de l'Empire mondial, qui intervient sur les radios de service public ou de service public, France Inter notamment, et qui est par ailleurs président de Reporters sans frontières. Voilà. C'est un beau pédigré. Hein. Mais là, en l'occurrence, c'est dingue parce qu'il y a vraiment une analyse uniquement, on va dire, raciale des choses, quasiment, ou culturelle et raciale, et absolument pas une analyse politique. Enfin, c'est complètement incroyable. Oui. J'arrive à m'en étonner toujours de ce genre de choses. Mais ce qui fait l'intérêt de nos émissions, c'est qu'on a gardé notre capacité de regard critique et d'indignation. Oui, c'est vrai. Alors, autre preuve de l'émoi journalistique suite à l'annonce de l'élection de Joe Biden, c'est cet article de Libé, ce billet « Voir Trump partir menottes aux mains ». Le titre est déjà lunaire, l'extrait que je vais vous lire encore plus. Du venin sort de sa bouche, ses petites dents trop blanches libèrent l'acide du national-populisme en petits jets réguliers. Il corrompt la démocratie américaine, distille des appels à peine masqués à la violence. On est en train de basculer dans un autre monde. Bon, les menottes entre les mains, oui, si Trump perd, il aura des poursuites, c'est possible. Si Trump gagne... il y aura aussi des poursuites judiciaires sur la fraude, puisqu'il y a des enquêtes du FBI. Donc, on est en train, là aussi, de basculer dans un monde où la prison politique devient quelque chose d'assez prévisible, finalement. Alors, sinon, on a l'édito du Monde. Dans le genre lunaire, c'est pas mal aussi. Au bout des 4 années d'un mandat dévastateur, Joe Biden finira par s'avancer dans le champ de ruines abandonné par son prédécesseur avec la tâche immense de tout reconstruire, ou presque. Ah, c'est du lyrisme. C'est plus facile d'écrire ça que de décortiquer les 100 pages du mémoire de Rudolph Giuliani sur les élections en Pennsylvanie. Hein. C'est plus rapide, là. On demande moins de boulot, là. C'est quand même assez délirant et toujours dans cette veine, on a Sud-Ouest. Pourquoi Donald Trump refuse-t-il d'admettre sa défaite? Psychanalyse d'un narcissique néfaste, tout simplement.
Donc c'est assez incroyable. Aux États-Unis, les journalistes ne sont pas beaucoup mieux. On a des journalistes qui ont affirmé que les cloches des églises de Paris ont sonné pour célébrer la victoire de Joe Biden. Sauf que Jean-Yves, c'était absolument pas pour ça. Donc folie médiatique aussi aux États-Unis. Oui. Et un petit peu moins amusant, on a la coupure du discours de Donald Trump. MSNBC, NBC et ABC ont interrompu le discours de Donald Trump, à la différence de CNN et de Fox News. On va voir l'interruption. I've already decisively won many critical states, including massive victories in Florida, Iowa, Indiana, Ohio. Okay, here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States, but correcting the President of the United States. Alors ça, c'est quand même absolument stupéfiant, quoi. Le président des États-Unis s'exprime, il exprime qu'il opère une contestation électorale, ce qui est quand même assez classique. Il y en a eu d'ailleurs dans l'histoire récente des États-Unis, y compris pour la présidentielle de 2000, où il y a eu une contestation électorale qui a duré plus de 3 semaines entre Bush et Al Gore, et on le coupe. Il y a aussi, c'est assez amusant, je trouve, il y a des tweets qui parlent de la contestation électorale, et Twitter met en dessous, il les supprime pas. Il met en dessous, attention, propos controversés. Bah oui, ça c'est sûr que quand il y a une contestation électorale, il y a 2 points de vue différents qui s'expriment, qui peuvent d'ailleurs avoir chacun une part de vérité, parce que certaines accusations peuvent être justifiées, d'autres non. Donc forcément qu'il y a une contestation, c'est la base. Sauf que Twitter met plus, enfin même tout le temps son petit sigle information controversée dans le cas des républicains contre les démocrates, voilà, et pas l'inverse. Exactement, oui. Et puis je veux dire, un tweet, c'est dans la nature d'un tweet d'être controversé. Oui, enfin, c'est fou, quoi. Alors, pour finir, on a ces menaces des journalistes américains. On a par exemple Jake Tapper, grand journaliste américain, qui a tweet à propos des sympathisants de Donald Trump qui n'acceptent pas leur défaite. Il faut penser à la manière dont les futurs employeurs pourraient voir votre personne, votre attitude. Voilà, donc Jean-Yves, c'est un petit peu inquiétant quand même. Alors ça, c'est du fichage. On va ficher les gens qui ont pris position dans la campagne électorale en faveur de Trump pour dire il y a eu des fraudes. On va établir la liste. Et ensuite, vous aurez des petits commissaires politiques dans les administrations ou dans les entreprises qui diront attention, lui, il pense pas bien, on peut pas le prendre. C'est exactement ce qu'il y a dans les régimes totalitaires. Parce que les régimes totalitaires, il n'y a pas que le goulag, il y a tout simplement l'interdit professionnel. Et donc, on est en train de monter en place un système d'interdit professionnel pour ceux qui pensent mal. C'est ce que j'appelle l'entreprise totalitaire. Très bien. Alors, avant de passer au coup de chapeau, on a quand même un 2 poids 2 mesures final pour clore l'émission qui est assez drôle, Jean-Yves. C'est les scènes de liesse populaires qui ont suivi, évidemment, dans les villes démocrates, l'annonce de l'élection de Joe Biden. Avec d'un côté donc le Point qui titre « Soulagement, la liesse des participants de Joe Biden à Washington », le Point avec AFP bien sûr, alors que le Point, quelques jours plus tôt, titrait « Coronavirus, les meetings de Trump pourraient avoir causé la mort de 700 personnes ». Voilà, mais le Covid, il est sélectif, attention, attention, le Covid, il sait que les meetings de Trump, ça c'est bon pour lui, par contre les manifestations politiquement correctes, le Covid, il respecte, C'est pareil en France d'ailleurs, c'est pareil en France. C'est vrai. Le Covid, il est parfait, le Covid. C'est toujours du 2 poids 2 mesures journalistique, mais c'est assez incroyable. Il y a 2 poids, le Covid fait 2 poids 2 mesures aussi. Oui, tout à fait. Bon, bien, c'est la fin de cette émission. Vous avez un coup de chapeau quand même. Oui, alors j'ai un coup de chapeau pour l'incorrect, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il y a du vert de l'islam, parce que c'est consacré aux dhimmis, c'est-à-dire aux gens qui collaborent avec l'islam, qui sont les soumis de l'islam. Et il y a notamment, c'est assez intéressant, une rubrique qu'ils appellent les collabos, et où ils traitent les élus nationaux, les élus locaux, les médias, les associations, les entreprises, les professeurs, les artistes, les humoristes, qui ont fait le plus de zèle pour aider l'avancée de l'islamisation. Alors, il distingue la star, la capitaine et le meilleur espoir. Donc, il y a 3 catégories. C'est assez amusant, c'est assez bien fait. Et puis, ça participe du débat. Très bien, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi, relayez-la au maximum auprès de vos proches et de vos connaissances. Et puis, Jean-Yves, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.